Bonjour tout le monde, bienvenue au séminaire Ouranos en ce mercredi 27 mars. Ce matin, on a une présentation en duo et en format hybride. Donc, la première présentatrice, c'est Michel Garneau, que ça fait plaisir de voir dans les locaux d'Ouranos, parce que Michel a occupé un bureau ici pendant quelques années. Donc, Michel est professeur à l'UQAM, département de géographie. C'est ça, donc elle a travaillé comme chercheur à la Commission géologique du Canada, travaillé en paléoécologie, paléoclimato. Elle est impliquée dans plusieurs projets de recherche sur les aspects de la dynamique du carbone des tourbières, puis du climat sur les latitudes boréales et subarctiques. Donc, Michel va commencer la présentation et ensuite, elle va faire une passe à M. Oliver Sonnentag, qui nous parle directement du Grand Nord, qui est professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biogéosciences atmosphériques aux hautes altitudes, donc il est professeur à l'Université de Montréal. Oliver dirige un réseau de formation pour renforcer les capacités autochtones locales dans les territoires du Nord-Ouest, parmi ses multiples activités. Donc, vous avez la parole pour à peu près, je sais pas, 45 minutes, après ça, on pourra prendre les questions, tant dans la salle qu'en ligne. OK, c'est bon. Merci beaucoup, Dominique. Bonjour tout le monde dans la salle et dans la communauté virtuelle. Ça me fait plaisir d'être effectivement dans les locaux d'Ouranos aujourd'hui. Un peu le contexte de cette présentation-là, c'est que nous sommes en train de développer, de mettre en place un grand projet sur la dynamique du carbone dans les milieux humides du Québec, financé, supporté largement par le ministère de l'Environnement du Québec. Et Oliver a commencé dans les activités de notre projet à discuter avec des gens d'Ouranos pour l'utilisation du modèle classique. Ça a commencé comme ça un peu. Et qui va effectivement être utilisé à l'intérieur de nos activités de recherche. Et Oliver a été invité à venir présenter un peu le projet. Je me suis fait inviter par Oliver pour vous faire une introduction sur ce que sera ce qu'est notre programme de recherche au Québec. Puis après ça, Oliver va vous présenter des résultats de ses activités de recherche dans un réseau qui est déjà bien établi au territoire du Nord-Ouest. Alors, ça va vraiment être à deux. Moi, c'est plus de nature descriptive. Je n'ai pas de résultats à vous présenter puisque on n'a même pas commencé à mettre en place les instruments. On est en train de travailler là-dessus. Mais ça me fait plaisir de partager ça parce que c'est une initiative québécoise qui est vraiment de grande envergure. Puis, je pense qu'il va mettre le Québec au centre des activités canadiennes. Alors, les solutions fondées sur la nature pour un avenir climatique durable, c'est le titre qu'on a décidé de donner à notre présentation. Et, un petit peu, une des solutions fondées sur la nature, une des solutions importantes fondées sur la nature, c'est bien ce que vous êtes probablement familière avec ça, c'est la séquestration du carbone dans les milieux humides ou dans les tourbières. Alors, c'est la capacité des milieux humides à séquestrer, à capter le carbone de l'atmosphère. Alors, absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère par le processus de photosynthèse. C'est bien sûr que les tourbières émettent aussi du CO2 et du méthane par des processus de décomposition ou de respiration, si vous voulez, respiration autotrophe et hétérotrophe, notamment par la végétation et par rapport au méthane, par rapport aux microbes, surtout aux différents organismes décomposeurs. Mais dans l'ensemble, ce processus-là d'accumulation et de décomposition fait que dans des conditions naturelles, les débris des végétaux vont s'accumuler avec le temps dans un environnement humide, acide et anoxique. Et ça va faire, c'est ça, ce qui fait que ce rôle de séquestration et d'atténuation est fondamental, puis nécessite une compréhension encore plus précise, plus détaillée du maintien fonctionnel de l'intégrité écologique de ces écosystèmes-là. Alors, pourquoi on veut, par exemple, conserver les écosystèmes, les milieux naturels? Alors,
ce que je viens de dire, c'est qu'en conditions naturelles, les tourbières ou plusieurs milieux humides sont capables de capter plus de carbone qu'elles n'en relâchent. Par contre, il y a des pressions anthropiques qui sont généralisées à l'ensemble du Québec, dans le sud du Québec naturellement, mais aussi dans les activités du nord québécois. Et on peut dire que différentes pressions anthropiques, dont notamment l'assèchement des tourbières causé par du drainage artificiel, aussi par le changement climatique qui fait baisser les nappes. Les sécheresses, augmentation d'évapotranspiration, comme c'est écrit ici, vont augmenter la décomposition de la matière organique et accroître. Comme vous voyez ici sur l'image, la nappe phréatique s'est abaissée. Et lorsqu'il y a un abaissement de la nappe phréatique et qu'il y a une partie oxyque, il y a un profil oxyque de matière organique, il y a une décomposition de cette matière organique-là et il y a des émissions, notamment de CO2 vers l'atmosphère. Maintenant, là, je vais vous mettre, là, je vous ai donné un peu le cadre théorique, un peu la base théorique de nos activités. Je vais vous faire un peu de contexte, de mise en contexte, comment on est arrivé avec le ministère de l'Environnement à ce grand projet-là qu'on est en train de mettre en place présentement. Alors, en 2016, j'avais participé, il me semble que c'est 2016, au symposium d'Uranos qui était à Québec. Comme chez moi, c'est peut-être 2015, 2016, mais c'est pas grave, c'est à peu près dans cette fourchette-là. Et j'avais participé au colloque et quelqu'un m'a demandé d'aller parler au ministre Sortel de l'époque parce que lui, la personne me dit, ben lui, il s'intéresse au carbone dans les milieux humides. Alors, peux-tu y parler? Bon, on a une conversation ensemble, puis lui, il me dit, ben, on a-tu du carbone au Québec, Mme Garneau? Fait que j'ai dit, ben oui, on a du carbone. Qui peut me dire ça pour les milieux humides? Nous, je pense qu'on est l'équipe où on possède la plus grande base de données. Alors, il m'a dit, ben, OK, moi, je vous donne un contrat de 3 mois, puis je vous demande de faire une synthèse des quantités de carbone dans les milieux humides, dans les tourbières, pardon, dans les sols tourbeux et dans les sols forestiers pour l'ensemble du Québec. 3 mois pour faire ce travail-là. Je l'ai fait avec un de mes postdocs que j'ai failli rendre fou, je m'excuse, pour Simon, je le dis depuis toujours, mais j'y avais dit, c'est notre chance parce que les gens d'Uranos ici savent que ça fait longtemps que je travaille sur les tourbières, ça fait longtemps que je parle de la dynamique du carbone dans les tourbières. Alors, on a produit un rapport, puis qui nous a donné ces résultats-là. Alors, des stocks de carbone dans les tourbières par rapport à ce qu'on avait comme données, plus important que dans les sols forestiers, alors que la superficie des tourbières est à peu près 5 fois moins grande que celle des forêts. Alors, on met beaucoup l'emphase sur le carbone dans les forêts, dans les sols forestiers, oui, dans la biomasse ligneuse, mais il y a comme un gap, une donnée, il y avait une donnée manquante sur la question de combien on a de carbone dans les milieux humides. Tu sais, surtout dans ce cas-là, c'était dans les tourbières. Alors, le ministre Sortel était tellement content qu'il a fait une conférence de presse. Malheureusement, cette conférence de presse-là a eu lieu le matin qu'il y a eu un événement de Flushgate dans le Saint-Laurent. Alors, tous les journalistes qui ont associé à la conférence de presse n'ont eu aucun intérêt pour ce qui était présenté en termes de carbone dans les milieux humides et se sont rués sur le ministre Sortel tout de suite après la conférence de presse pour y parler de l'action du Flushgate dans le Saint-Laurent. Mais nous, on avait, c'est parce qu'on ne le voit pas ici, ou peut-être que les gens le voient, mais en bas, on avait écrit, vous le voyez, on le voyait, on avait écrit 11 recommandations par rapport à ça qu'on a déposées parce que le rapport a été déposé au cabinet du ministre. Depuis, on n'a presque pas entendu parler et moi, j'ai su par après que la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques a été adoptée et sanctionnée en 2017. Okay? Fait que là, on va rentrer un peu dans le cadre réglementaire. Cette loi-là sur les milieux humides et hydriques modifiait 5 lois. La loi sur l'eau, la loi sur la qualité de l'environnement, bon, vous les avez ici, la conservation du patrimoine naturel, aménagement et urbanisme, puis la loi sur le ministère du Développement durable, environnement, et je ne vois pas la partie d'en bas, mais vous le voyez. Alors, la loi modifiait ces 5 lois-là, mais ce que ça faisait, notamment, c'est qu'il y avait des retombées concrètes de l'article 13.1 de la loi sur l'eau qui était modifiée et dans laquelle on était capable de lire que les fonctions écologiques, dont la séquestration du carbone, étaient
ou sont inscrites maintenant partout. Alors, ce n'est pas la loi qui lie les aspects de carbone. C'est-à-dire que c'est un règlement qui a été modifié dans le cadre réglementaire et non pas, là, je ne suis pas ici pour vous dire que maintenant, dans la loi, on est obligé, tout le monde, mais ça fait partie quand même, c'est un incitatif dans le cadre réglementaire de modifier ou d'acquérir les données de carbone quand on a soit des interventions à faire. Et ce qu'on souhaite notamment, c'est d'être capable de que ça soit intégré au niveau des certificats d'autorisation futurs. Alors, les retombées, bon, les fonctions écologiques, on peut les voir à droite dans les différents. Alors, la loi sur l'eau venait modifier, bon, la caractérisation écologique et intégrer la dynamique du carbone dans ça. L'autre modifiait la planification et les plans régionaux. La loi sur la conservation du patrimoine naturel, me semble, l'article 13, donnait, encore une fois, pour les milieux humides et hydriques désignés, l'emphase ou l'intérêt pour la quantification du carbone. La loi sur l'eau, un programme de restauration et de création de milieux humides, encore avec la volonté d'intégrer la dynamique du carbone et les bilans et les pertes. En fait, ce qu'on voulait maintenant, c'est d'arriver à aucune perte nette pour ce qui est des milieux humides. Alors ça, c'est 2017. Il y a eu des discussions auxquelles je n'ai pas du tout participé. Mais en 2021, le gouvernement m'a contacté. Là, le plan pour une économie verte, le PEV, est en train de se mettre en œuvre. Et dans le PEV, bien, vous êtes probablement au courant, il y a 5 axes importants, dont l'axe 1, qui est celui d'atténuer les changements climatiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans cet axe-là, ben, on a 2 objectifs qui concernaient directement la conservation ou la dynamique du carbone dans les milieux humides. Alors maintenant, on veut éviter la destruction de la dégradation des réservoirs de carbone et aussi, on va être capable de mieux comprendre le rôle des milieux naturels dans l'atténuation du changement climatique. Alors, je ne vous dirai pas les aspects qui sous-tendent ça, mais alors là, on m'a contacté puis on m'a dit, ben nous, à la lumière de tes travaux, à la lumière des recommandations qui avaient été faites à l'époque au ministre Hortel, ben nous, on apprécierait, serais-tu capable de nous développer un programme sur le carbone? Alors, on a commencé des discussions qui ont duré à peu près 2 ans. Et à l'automne 2023, on a mis vraiment, on était rendu à atteindre des objectifs très, très concrets pour la définition du programme sur le carbone afin de mieux comprendre le rôle des milieux humides dans l'atténuation du changement climatique. À côté de la petite étoile, je me fais toujours une fierté de vous le dire que c'est vraiment le Québec est la première province canadienne, à supporter le programme d'un développement comme ça, national, d'acquisition de connaissances, sur le potentiel des milieux humides à limiter le changement climatique. Alors, je participe à plusieurs réunions canadiennes. À l'échelle canadienne fédérale, on essaie de mettre en place des choses, mais ça percole toujours au niveau des provinces et il y a des provinces avec plus ou moins d'intérêt pour cette réglementation ou ces intérêts-là scientifiques et de connaissances. Alors, le Québec est vraiment actuellement le chef de file par rapport à ça. Notre programme de recherche, j'achève là, pour laisser la place à Oliver. Alors, le programme de recherche qu'on a défini, ben, on a proposé de faire des bilans nets de carbone dans 4 types de milieux humides en conditions naturelles et perturbées dans le sud du Québec. Fait que l'intérêt, c'était de prendre les 4 types de milieux humides les plus représentatifs dans le sud du Québec et en conditions naturelles et de les comparer avec les mêmes types de milieux humides, mais en conditions perturbées. Alors, ce que ça va nous permettre de faire en termes de bilan net dans quelques années, c'est d'avoir la différence ou le delta, si vous voulez, entre ce que peut atténuer ou capter un milieu naturel versus ce qui peut soit capter de façon de moindre importance ou émettre quand il est dans des conditions perturbées. Quand on dit bilan net de carbone, ben, c'est parce qu'il faut intégrer différents aspects de ce qui touche la dynamique du carbone. Alors, on a différents volets.
On a la captation à long terme du carbone dans la biomasse végétale et les sols au cours des derniers siècles et des dernières décennies, alors ce qui est déjà stocké dans les sols ou dans la biomasse ligneuse. Alors là, on est dans l'aspect de quantification des stocks et des taux de séquestration du carbone. On a le deuxième volet qui est un volet de surface, un volet contemporain, pour faire des bilans annuels de flux de carbone atmosphérique et aquatique. Et dans ce contexte-là, c'est là que la contribution d'Oliver est importante parce qu'il s'implique notamment dans le volet de tours à covariance de turbulence, qui va expliquer tantôt de façon plus détaillée que moi. Mais on va installer 8 tours de covariance de turbulence pour être capable d'avoir des mesures en continu de CO2 et de CH4 dans les 4 types de milieux humides en conditions naturelles et perturbées. Et on va aussi rajouter les bilans hydrologiques parce que ce qui a été beaucoup négligé dans les bilans de carbone, c'est toute la partie des bilans hydrologiques. Alors, combien de carbone sort des milieux aquatiques par le carbone, notamment par la phase dissoute du carbone. Puis, la troisième partie, le bilan écosystémique net du carbone dans les écosystèmes va être fait en intégrant le continuum terrestre aquatique. Et ça, ça va être fait notamment par la modélisation de la productivité nette des écosystèmes. Et c'est là que le modèle classique aussi va rentrer avec la collaboration de certaines personnes qui sont ici à Ouranos pour être capable aussi de faire les projections dans un futur de 2100, par exemple, de ce que deviendra, quel sera le futur de ce carbone-là. Le projet ou le programme, si vous voulez, qu'on prend 5 universités, 8 professeurs et on a beaucoup actuellement, on a 18 HQP sur la terminologie du CRSNG parce que je viens de déposer une demande d'alliance ici en association avec ça. Alors, on a 18 HQP qui inclut postdoc, doctorat et maîtrise. Alors, le projet comme tel, c'est 8 tours, comme je l'ai dit tantôt, de mesures covariances de turbulence dans les milieux humides vulnérables aux pressions anthropiques, parce que naturellement, quand on travaille dans le sud du Québec, on sait qu'il y a toujours grande vulnérabilité face aux pressions anthropiques. Et une autre petite étoile ici pour dire que les systèmes de tours à covariance de turbulence sont encore très peu utilisés pour quantifier la dynamique du carbone dans un contexte d'atténuation de changement climatique. Ça se fait à l'international. Oliver va vous présenter tantôt son réseau dans les territoires du Nord-Ouest, mais il y en a encore très peu, je dirais trop peu. Alors, c'est un caractère qui est très innovant pour notre projet. 4 types de milieux humides, tourbières ouvertes, tourbières forestières, marécages arborés et marais littoral d'eau douce aussi, qui sont les milieux, comme je disais tantôt, les plus représentatifs des basses terres du Saint-Laurent. Notre intérêt, c'est de fournir des données scientifiques solides, mais aussi, on veut un transfert de connaissances pour être capable d'aider en support, comme je disais au moment de mon introduction, aux prises de décisions futures pour l'aménagement du territoire, la conservation éventuellement des grands stocks de carbone. Alors, les types de milieux humides sont présentés ici. On a, dans les marais, sont au lac Saint-Pierre. Les tourbières ouvertes, on travaille dans la tourbière de la Cale-à-Tortue sur un territoire de conservation de la nature qu'on a comme partenaire. Au lac Saint-Pierre, on a comme partenaire Canard Illimité aussi. Puis, on a visité différents sites. Là, on a des sites à confirmer, notamment un site de tourbière boisée perturbée. Le projet est commencé. On a fait toutes nos commandes. 8 tours de mesures à covariance de turbulence nécessitent énormément de matériel. Alors là, c'est arrivé dans mon laboratoire à l'UQAM, des boîtes. On a eu l'aide d'un chercheur de Max Planck Institute en Allemagne qui venait de prendre sa retraite et qui s'est offert de venir collaborer avec nous. Alors, on l'a mis dans le laboratoire avec les boîtes. Un mois plus tard, Olaf avait réussi à monter un système et depuis, il en a monté 2 qui sont très fonctionnels et il revient dans quelques semaines pour nous monter les autres systèmes. Alors, juste la dernière diapo pour vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bilan net de l'écosystème? Ça, c'est une image aussi d'un projet qu'on a fait dans le bassin versant de la rivière Romaine.
alors qui intègre les échanges écosystémiques de surface, qui intègre aussi la partie stockée, comme je l'ai montré tantôt avec les différentes phases ou les différents sous-objectifs de notre grand projet, les exports aquatiques aussi. Et quand on a toutes les valeurs, quand on obtient toutes les valeurs, on est capable d'avoir une valeur nette de ce que représente le puits ou la source de carbone de l'écosystème qui est à étudier ou à documenter. Alors, voilà, ça c'est des valeurs, bon, OK, c'est ça, c'est les valeurs qui sont associées à nos données, à nous, mais en termes de bilan net de l'écosystème. Alors là, je vais passer la parole à Oliver, qui va nous donner depuis, je pense qu'il est à Inuvik, ou je ne sais trop, il se déplace beaucoup, son programme de recherche et de réseau qui est déjà en cours. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis actuellement au Territoire Nord-Ouest, dans un de nos camps, un de nos sites de recherche, pas trop loin de Inuvik, environ 65 km dans le nord de Inuvik. Et donc, je vais vous présenter un exemple de réseau déjà en cours au Territoire Nord-Ouest et basé sur, il y a environ 10 ans des observations ici. Donc, I will continue my presentation in English as an example. Yeah, and I will give you an example of what type of research we can actually do with such a network of eddy covens towers. In this example I'm presenting here, it's one of our longest running sites near Fort Simpson in the southern portion of the Northwest Territories. More specifically, it's a thawing boreal peatland complex recovering from a recent late season wildfire. So in October 2022, the region was the area or the watershed containing our eddy covens tower as part of this regional network in the Northwest Territories unfortunately burned down, but it also shows this was an opportunity to rebuild the site and ask a whole different set of scientific questions. First and foremost, over the last 10 years, we have received generous funding from all kinds of different federal, territorial, provincial, international organizations to support these measurements. First of all, to establish a network, to continue operation of the network, and more recently in close collaboration with different indigenous organizations from across the Northwest Territories. What's the motivation to install a network of eddy covens towers up here in the north, in the Northwest Territories? A large portion of Canada contains permafrost or is underlain by permafrost, so permanently frozen ground. We see here a simplified version of permafrost distribution across Canada. From the south, we have an isolated and discontinuous sporadic permafrost all the way to the north, discontinuous and continuous in spatial extent. And as the climate gets warmer, the north is warming up to 4 times faster than the rest of the planet. Permafrost is thawing, and permafrost thaw affects the landscape quite differently. For example, here in the north, we have an eroding coastline as a consequence of permafrost thaw. Or further south, where permafrost is ice rich, we see how landscape changes affects how the changing landscape interacts with the atmosphere. So permafrost thaw has many different phases, and my interest with the network I established up here in the north is looking at how permafrost thaw and the different types of permafrost thaw affect the land surface and how the changing land surface interacts with the atmosphere. So we can see here in a gradient. So to the southwest, we have isolated permafrost, and permafrost is relatively shallow, it's relatively thin, and it's relatively warm. So it only takes a little bit of warming for permafrost to degrade and thaw and disappear. Further north, permafrost gets thicker and colder and more persistent. So a large portion of the north is forested. So we can see here the extent of the boreal biome and its forest. And especially the northern parts are considered to be unaffected by anthropogenic activities. However, here in red, we can see that especially the southern portion is heavily impacted by anthropogenic activities. Then looking at disturbance regimes, a study a few years ago showed that wildfire is the dominating boreal forest disturbance types across North America. And we can see here in the northwestern part of the country,
yeah, wildfire has a big impact, as we all know and have seen last year. And so why should we worry or think about these things? A lot of carbon is stored in these northern ecosystem, and we can see here that the northwestern part of Canada contains some of the highest carbon, or is characterized by some of the highest carbon densities in the world. And here an example from the southern part of the Northwest Territories. We can see here in this example, there's a lot of carbon stored below ground in addition to ground ice rich permafrost. It is the focus of my network. So here an example, more specifically, we're looking at the Taiga Plains ecoregion, which is pretty much 500,000 square kilometers of organic rich soil or peat. And then here in the figure to the right, recent, or not so recent anymore, but a soil organic carbon map showing that the Taiga Plains ecoregion contains very high soil organic carbon. And as the climate gets warmer, we see substantial changes in the northern portion of the Taiga Plains ecoregion, where the landscape or the parts currently occupied by tundra are more and more dominated by tall shrubs. No signs that the tree line is shifting. But if we look at the south, we can see how permafrost thaw causes substantial changes of the landscape. And forested permafrost peat plateaus are more and more replaced by thermokarst wetlands, so permafrost-free thermokarst wetlands as a consequence of thawing. So collectively, there's an interesting set of questions arising. So we have a warming climate, we have permafrost thaw, we have wildfires. So the question is, what will happen to all the carbon stored in northern ecosystem? And overall, is the Arctic boreal region becoming drier or wetter? And what will all these changes do to the carbon stored in this ecosystem? Will it be released as CO2? Will it be released as methane? Maybe not at all, etc. So we can look at these types of questions using different technique depending on scale. We need to look at these things across scales, from the leaf to the ecosystem to the landscape to the region, and we have different techniques to do so. And what Michelle started talking about at the end of her presentation, we're using eddy covariance, so a micrometeorological technique to look at net exchanges of carbon, water, and energy between the surface, the land surface, and the atmosphere. Just briefly, what is eddy covariance? So it's a micrometeorological techniques to measure fluxes transported by eddies. And the flux is nothing but the movement of a quantity, in this case, carbon dioxide, water vapor, methane, through a unit area per unit of time. And with this technique, we're interested in the vertical flux, so the covariance of vertical velocity and a concentration of a quantity of interest, in this case, CO2, methane, water vapor. So over the years, my group has added towers, starting off with a well-established site in Canada, the Old Black Spruce site in central Saskatchewan near Prince Albert. And when I started at Université Montréal, I had the opportunity to install an eddy covariance tower at a Scotty Creek, here indicated as SCC, Scotty Creek. And then over the years, we added additional towers all the way up to the tree line or the forest tundra ecozone near the Arctic Ocean, the Beaufort Sea. And that's where I'm currently at the site indicated as CATVC, Trail Valley Creek. So we have a nice, comfortable research camp here. Thanks to Elon Musk, we have great internet connection through Starlink. So over the years, we added different towers or eddy covariance system to these sites, and the different data sets coming from this network or this regional network of towers were contributed to different repositories, including Ameriflux, so a network of sites from across North America, and FluxNet, which is the global initiative, a regional network of eddy covariance networks, including Ameriflux, but also more tailored efforts such as FluxNet Methane, which is specifically focusing on methane, or ABC Flux, the Arctic Boreal Carbon Flux, which is an initiative led by scientists at the Woodwell Climate Research Center in Massachusetts. So data from this evolving and now operational network have found their way into different data repositories and are definitely used by the scientific community. To go back to the Northwest Territories, and here in orange we can see the Taiga Plains ecozone. It's pretty much the central component
of the Arctic Boreal Vulnerability Experiment by NASA. Here in red, we see the study domain. So we are pretty much right in the center portion of NASA above. And here, this transect spans the southern tree line to the right here, indicated as Old Black Spruce, OBS, all the way up to Trail Valley Creek, which is just north of the tree line. So we are pretty much covering tree line to tree line along this climate and permafrost gradient. In the following, I'd like to just show you a few impressions from the site, give you a few impressions from the site, what it means to install an eddy coverance tower at such a remote location or at such remote locations. And the focus will be on Scotty Creek, near the southern limit of permafrost. Just an image from above, taken from a helicopter. Right after the snowmelt, we can see here in the upper left our eddy coverance tower, and then installed on a permafrost peat plateau, forested permafrost peat plateau. And then just to the right in the photo, we can see a permafrost-free thermokarst wetland. And as climate gets warmer, permafrost thaws, and these thermokarst wetlands are replacing boreal forest. And yeah, what is Scotty Creek? It's the site is, or the tower is located in the headwater portion of a circa 150 square kilometer basin. And the headwater portion is characterized by these forested permafrost peat plateaus and permafrost wetlands and other wetland ecosystem, including fens, but also thermokarst lakes. At this site, as we can see here, it's logistically challenging. We're completely off the grid. It's a fly-in site in the summer. During the thaw and melt period, we have to use helicopters and snow machines. Same in the fall, and helicopters, and in the winter again, snowmobiles. It's a research camp established on a more or less stable ridge. It was, I should say, as we can see later. Then a study a few years ago showed that thaw continues at this current rate. By simple extrapolation of an empirical model, colleagues showed that by around 2044, the site is going to be, or the landscape is going to be permafrost free. So, and all the forest gone and replaced by thermokarst wetlands. So here again, we have this landscape scale tower, but then nested in the footprint of this landscape scale tower, we have a shorter tower, seeing fluxes originating from this thermokarst and treeless wetland. I don't want to go into detail. Over the years, my group has published a few papers, starting with my first PhD student, Manuel Helbig, who's also on the call here, published a nice set of papers, and then other students involved in my group and postdocs, using data from this nested eddy covariance setup. So where we have a landscape tower, seeing the entire thawing landscape, and then nested in the footprint of this taller tower, we have a shorter tower. One example here from a study based on one of the chapters of Manuel's PhD thesis, showing how the net ecosystem landscape methane fluxes increase with the extent of permafrost-free wetlands, and how also demonstrating how this temperature sensitivity of methane flux increases with wetland extent. So I think we published a nice series of study demonstrating how this rapidly changing landscape functions as part of the climate system. And to go back to where Michelle talked about the net ecosystem carbon balance, which requires also looking at not just only the vertical fluxes, but also at the carbon transported by lateral flux. And to shed light on this, we mapped and delineated catchments draining the eddy covariance footprint, which is a quite labor-intensive operation, I should say, as we install damming structures and flume boxes and weirs to monitor the lateral movement of water and the carbon transported in this lateral movement. We also disturb the landscape even further. So, but if we take these components together, we can establish the net ecosystem carbon balance, which for peatland ecosystems is often defined based on a simplified equation, integrating the vertical flux from eddy covariance, and then also the lateral flux of carbon transported by water. And if we look in the literature, showing that most peatland ecosystems still appear to be a current net carbon sink. But for the site in the north, and once we take into account all the uncertainties, there seems to be
or it seems to be that the sites like, or landscapes like Scotty Creek that are affected by rapid permafrost thaw currently are more or less carbon neutral. The question is what happens once the climate get even warmer? Are these sites eventually turning into a net carbon source? So overall, we have a well-studied research basin near the southern limit of permafrost in northwestern Canada. The most research activities focused on the headwater portion. It's well integrated in different initiatives and projects and research programs, including AmeriFlux and FluxNet, NASA, BAF, etc. So in 2022, this site initiated by Wilfrid, or scientists at Wilfrid Laurier University, or in the Associated Research Camp, was taken over by the local First Nation. So it's an excellent example for Indigenous leadership in the North, taking over research sites such as Scotty Creek, which from my understanding is the only Indigenous-led research site in Canada at the moment. So we invested quite a bit of time and effort in developing these relationships and building capacity in the North for Indigenous folks to be closely involved in our activities, but also as an opportunity for us to understand their understanding of their homelands and how their land is affected by ongoing climate change, permafrost thaw, wildfire activity, etc. Then in 2022, right after the lease transfer of Scotty Creek, the site was hit by a late season fire. As we can see here in the distribution of the fire occurrences in between, 2001 and 2020, we can see that the fire season more or less is over by September. But then in 2022, in October 2022, we had long persistent winds, warm winds. It was a pretty warm year. It was a hot summer overall. Only 2 summer storms. The area was affected by, or Scotty Creek was hit by a wildfire. And we can see here in the red circle, it was relatively late in the season. So not many firefighters around. They were seasonal firefighters, and permanent firefighters were in the United States or in other parts of the Northwest Territories, but not here. So we had to evacuate our site. We had to get people out. Here we can see one of my long-term research professionals. We had to get them out on time to make sure they're safe, safety first. We can see the overall fire extent, several hundred hectares. To the north, we can see the tower site, and that's what it looked right after the fire. So, and surprisingly, the data logger recorded, kept recording until it was taken out by the fires. So from this site, we have a 10-year data record of eddy covariance fluxes of a thawing boreal peat landscape. With a lot of help and support from around the world, and especially the Woodward Climate Research Center, we were able to immediately rebuild the tower structure, and it was technically and logistically quite challenging because we had a severely damaged tower structure, and we decided to keep the original structure even though it burned, and build a scaffolding structure around it, keeping the same geometry, orientation of the instruments to immediately continue our measurements. So the site burned down in 2022, in October 2022, and we were able to re-instrument the site pretty much immediately in March 2022, in 2023, so a year ago, to continue our measurements. So now we have, in 2023, it's a site at Scotty Creek Research. We have nested eddy covariance measurements. The site, the camp, and the site overall is managed and led by the Little Ewe First Nation, Indigenous-led. So in close collaboration, we managed to re-establish the site. And overall, we received generous funding from different organizations in the US and in Canada. And this provides us now with the opportunity to really look at the interaction of permafrost thaw, wildfire activity, and especially how these rapidly thawing and also burning landscapes now recover from fire. So an important aspect, and that's I'm quite passionate about, is science communication, vulgarisation, and trying to effectively communicate our results and findings to the general public. So in close collaboration with a childhood friend from Berlin, we're in the process of putting together a bande dessinée, a graphic novel, a journalistic graphic novel,
telling the story of Scotty Creek and how it turned into an indigenous research site, touching on topics around decolonization of science and the co-creation and of knowledge and co-create and co-management of knowledge. So there's an ongoing effort, and I think we're making nice progress. And yeah, stay tuned. We have a website to provide regular updates, and the plan is to publish this graphic novel for outreach in 4 languages: German, English, French, and Dene. Et juste pour vous donner un résumé, donc je ne vais pas répéter tout ça maintenant, mais c'était déjà en 2007 que GIEC soulevait que le manque de connaissances entre les cycles biogéochimiques des tourbières et le climat. Et en 2013, le rapport confirmait leur capacité à atténuer naturellement le carbone atmosphérique. Donc, aujourd'hui, on est en train de développer un programme, une raison pour mesurer les échanges entre les tourbières au Québec et l'atmosphère. Et cet effort énorme va améliorer les connaissances sur le potentiel de séquestration de carbone de différents types de milieux humides soumis à des pressions naturelles et anthropiques. Et avec ça, j'aimerais terminer et vous remercier pour votre présence et intérêt dans nos efforts au territoire nord-ouest et au Québec. Merci. Il y a quelqu'un qui demande si, dans votre proposition, vous incluez la captation du carbone dans les milieux humides créés. Dans les milieux humides créés, non, pas maintenant. Okay. On prend les conditions naturelles sur le territoire, puis on prend les conditions perturbées, mais pas dans les milieux créés. Pas encore. On voudrait intégrer peut-être il y a un site, par exemple, au lac Saint-Pierre, qui est un milieu qui n'est pas créé, mais qui est restauré et qui fait partie de notre réseau. Alors, au lac Saint-Pierre, on a marais naturel, marais perturbé et marais restauré, qui a été restauré par Canard Illimité. Fait que là, on va être capable de faire le suivi des 3 conditions. Jamais il y a des questions dans la salle. Okay. David. Sur le même thème, là, vous avez mentionné donc, le rôle des milieux dans l'atténuation du changement climatique. Est-ce qu'il y a réellement un potentiel d'augmenter les flux de carbone d'atmosphère dans le sol? Il y a une milieu humide par rapport à l'état actuel? S'il y a un potentiel d'augmenter les flux de carbone, donc de l'atmosphère vers le sol, il y a des milieux naturels, artificiels qu'on créerait. Je vois plein d'enjeux de l'acceptabilité sociale, technologique pour faire ça. Est-ce que c'est une possibilité de discuter? Que les milieux humides soient capables de capter ou que si on augmente mettons qu'on crée des milieux humides, si on augmente la capacité à comme capter, là, ben, oui, je pense que oui. Il y a des techniques de restauration ici qui ont été aussi définies, qui ne sont pas celles de l'Europe. Alors, en Europe, ce qu'ils font, c'est qu'ils font le remouillage des tourbières. Alors, dans des tourbières qui sont exploitées, parce qu'en Europe, ils ont à peu près plus de tourbières en conditions naturelles. Puis, bon, moi, j'ai visité beaucoup de sites comme en Irlande, notamment, où là, ils sont obligés ils ont le devoir de restaurer leurs tourbières. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent les canaux, ils font remonter la nappe. Mais quand on a, par exemple, un 10-20 cm de matière organique à la base, et que là, on rajoute de l'eau, on fait monter la nappe, on rajoute de l'eau là-dedans, bien, les premières années, il n'y en parle pas beaucoup, mais de la matière organique dans des bassins d'eau qui est probablement assez chaude, les émissions de méthane, puis les exports de carbone organique dissous sont considérables. Mais là, il faut laisser le système, il faut laisser plus de temps au système d'avoir une succession naturelle et les végétaux vont revenir d'eux-mêmes après. Mais quand on arrive dans la phase payante, que je dirais, en termes de capacité de séquestrer, c'est quand on arrive avec les bryophytes. Alors, surtout les sphènes, tout ce qui est de la catégorie des sphènes, on les appelle les bâtisseuses des tourbières. Eux autres, ils ont des capacités énormes d'accumulation
et ils vont être capables de capter. Elles retiennent l'eau en plus. Alors ça, c'est un paramètre aussi qui est extrêmement important. De par la physiologie de leurs feuilles, ils sont capables, contiennent à peu près 90 d'eau, puis le reste est en cellules de photosynthèse. Mais ils sont des bactéries, puis eux autres sont capables de capter beaucoup. Merci. Ben, il y avait une question pour Oliver. Je sais que tu as répondu en ligne, mais peut-être si tu veux parler des pressions qui sont faites sur les milieux que tu as dit que tu documentes les pressions topiques, là, puis si tu peux en parler, je sais que tu as répondu en ligne. Mais... Ah oui, j'ai répondu à cette question. Par exemple, il y a des exemples incluent les infrastructures abandonnées lors de l'exploitation de pétrole et de gaz naturel. Il y en a beaucoup d'infrastructures abandonnées au territoire nord-ouest. Et on a publié un article sur la distribution l'année dernière. Donc, ça, c'est juste un exemple. Merci. Il y a quelqu'un qui demande dans quel type de milieu placeriez-vous les paludiers, les mangroves? Est-ce que ce sont des milieux humides? Oui. Oui, puis ils font partie de la catégorie de toutes les études sur le carbone bleu. Alors, milieu côtier, mais il y a toute une littérature sur le blue carbon. On l'a en Amérique du Nord, dans les marais, tout ça, mais les mangroves, oui, encore sur le carbone bleu. Oliver, si tu pouvais placer dans la conversation l'adresse du site web du projet, je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés à le voir. Oui. À l'intérieur, Pierre, puis après Liliana, si vous avez des questions. Je ne sais pas, ma question, ça s'adresse à Oliver ou à toi. Le rôle, le rôle de classique à l'intérieur de vos projets, de vos différents projets, le rôle de la modélisation de surface, c'est plus avec Oliver. Peux-tu répondre? Oui, je peux répondre. Donc, je vais pas présenter nos efforts en collaboration avec Joe Melton et Changement Environnement ECCC. Donc, on a plusieurs étudiants en co-direction avec Joe qui travaillent sur plusieurs aspects du classique. Par exemple, avec le postdoc, on a implémenté Plant Hydraulics, c'est quoi? Plant Hydraulics Parameterization dans classique. Et parce qu'on observe aussi, par exemple, le flux de sève avec les arbres. Ça, c'est une représentation explicite de comment l'eau est absorbée par les plantes, par les arbres, transportée par les arbres et l'évaporation, donc transpiration. Right? Comment on peut représenter les processus explicitement dans un modèle comme classique. Donc, c'est juste un exemple. Ou Charles Gauthier qui a travaillé sur la simulation de sol, de carbone de sol. Et on a publié il y a un an, on a développé un benchmarking dataset incluant 8 sites covariés et turbulents autour de l'Amérique du Nord, caractéristiques en représentant la forêt boréale en Amérique du Nord. Donc, on a plusieurs efforts en parallèle avec nos observations. Merci. Il y a Liliana qui avait une question. Merci. Ma question, c'est similaire à la question de Pierre. Je me demandais comment la modélisation des surfaces peut vous aider à mieux comprendre le bilan de carbone. Est-ce que je comprends que le cycle va être utilisé, mais il y a aussi d'autres modèles de surface dans lesquels le plan de carbone est représenté? Est-ce que vous vous limitez sur le classique ou vous allez avoir des collaborations avec d'autres centres qui explorent Oliver? Oui, nos dossiers sont utilisés par des autres équipes un peu partout. Donc, on travaille avec une équipe en Angleterre qui utilise un modèle qui s'appelle Joules. Et aux États-Unis, je travaille avec plusieurs collaborateurs à Ohio State University et Oak Ridge National Lab. Il y a un effort qui s'appelle NG Arctic et eux utilisent un modèle qui s'appelle ELM. C'est aussi un modèle de la biosphère terrestre basé sur CLM, Community Land Model. Et à LB International Lab à Berkeley, je travaille avec des chercheurs qui utilisent un modèle d'écosystème très, très, très spécifique qui s'appelle EcoSys. Donc, donc, dans mon équipe et aussi en collaboration avec Michel et pour le réseau qu'on est en train de développer au Québec, le focus est sur classique, le modèle canadien, mais plus largement, on travaille avec il y a des collaborateurs un peu partout qui sont intéressés par nos données.
Je vous dis dans les commentaires, il y a vraiment plein de félicitations pour vos projets. C'est très positif. Deux questions par rapport peut-être plus à ce que tu as présenté, Michel. Peut-être donner des exemples plus précis de milieux humides perturbés et aussi pourquoi il y a dans ce que tu as mentionné, il y avait des milieux humides seulement au sud du Québec. Je vais commencer par pourquoi juste dans le sud du Québec. C'est juste une question de capacité de travail. Puis aussi parce que les pressions anthropiques et les demandes de certificats d'autorisation et tout sont beaucoup plus grandes dans le sud du Québec. Alors, je pense qu'il faut aider les gens qui travaillent au ministère à avoir des meilleures décisions. Puis il y a un transfert aussi souhaité qui s'en aille dans les MRC aussi dans leur plan d'aménagement. Alors, c'est vraiment comme un lien avec le secteur habité. Pour ce projet-là, mais moi, j'ai des projets dans le Nord aussi, mais pas avec des tours à covariance de turbulence, mais où on travaille aussi, notamment avec les communautés, à être capable de comprendre la réaction ou l'adaptation des milieux humides aux déchets dispersés du sol. Puis en ce sens, Michel Allard va présenter le 2 avril, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y a une conférence à laquelle on peut s'inscrire le 2 avril qui parle justement de la dynamique du pergélisol puis de la dynamique des écosystèmes pour le Nord. Mais il faut s'inscrire, mais je peux vous l'envoyer si vous voulez pour que ça circule à Oranos. Ça, c'était pourquoi le Sud. L'autre question, c'était les types de milieux humides. Des exemples de milieux humides perturbés. Bon, ça, c'est une autre. Dans toutes les discussions qu'on a eues avec le ministère, parce qu'on en a eu beaucoup, on a discuté aussi de quel type de perturbation on allait documenter, parce qu'il y a beaucoup de types de perturbations, puis on a décidé de documenter les perturbations qui étaient affectées par le drainage, parce que c'est la principale perturbation pour les milieux humides. Maintenant, bon, c'est pas moi qui vais le faire, parce que moi, je ne suis pas infinie en termes d'âge, puis en fait, je montre tout ça, mais c'est un legs vraiment que je vais laisser à l'UQAM, puis à la société en général, je l'espère, là, mais j'espère qu'ils vont être capables, avec le temps, de documenter aussi les autres types de perturbations. Il y a les coupes forestières qu'on a quand même beaucoup, dans les milieux perturbés, c'est drainé, mais souvent, ça a été coupé. Mais notre premier moteur ou notre premier critère, c'était des milieux drainés. Parce qu'on veut drainer, la motivation, c'est de drainer les milieux humides. Il y a beaucoup de développeurs qui ne veulent plus de milieux humides. On ne rentrera pas là-dedans, là. Oui. Je sais que l'Hydro-Québec suit quand même bien les carbone en voir les milieux limitrophes. Peut-être que je parle plus fort. Je sais que l'Hydro-Québec suit bien les carbone entre les réservoirs dans les milieux limitrophes. C'est fait comme une perturbation inverse. Mais il y en a qui sont établis depuis vraiment longtemps, qui sont légèrement considérés comme des milieux naturels en milieu forestier. Est-ce que vous avez des relations avec eux? Cette fois-là, non, j'ai pas de collaboration. Moi, j'ai travaillé longtemps en collaboration avec Hydro-Québec. J'ai travaillé tout le secteur La Grande, Eastmain avant la mise en eau du réservoir même, puis on a fait des suivis après. J'ai travaillé à Romaine, encore une fois, avant le début des infrastructures, puis en suivi. Mais pour le moment, j'avais décidé que je m'en irais lentement vers la retraite. Alors j'avais contacté une chercheure de l'Université de Montréal, puis j'y avais offert de continuer à travailler avec Hydro parce que j'avais dit, moi, tranquillement, je vais diminuer mes activités. Puis là, cette opportunité-là est arrivée, puis j'ai jamais autant travaillé, mais je pouvais pas vraiment parce que je pense, comme je le disais, c'est la première province au Canada. Moi, je collabore aussi avec les gens de l'UNEP dans le Global Peatland Initiative.
Quand j'en ai parlé, même on avait une réunion l'été dernier, ça a été comme, oh wow, OK, vous faites ça, vous autres au Québec. Alors, je pense que ça vaudrait la peine d'en parler plus, mais là, on est actuellement en train encore de bâtir. Fait que j'espère que ça va servir, prêcher par l'exemple, hein, comme on dit dans le vocabulaire. Mais c'est ça, avec Hydro, ben non, pour le moment, C'est bon, ben, il y a des questions en ligne, puis je pense qu'on avait fait aussi. Fait que merci Ok. beaucoup vraiment à vous deux, là. Merci, Oliver. Merci beaucoup. Ben, c'est ça. je...